Bonjour à tous, que s'est-il passé cette semaine dans le bassin méditerranéen? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouveau numéro du journal de la Méditerranée. Nous évoquerons la situation des migrants à travers la mobilisation de sauveteurs sur l'île de Lesbos, en mer Égée, mais aussi dans les eaux internationales entre l'Italie et la Libye. Notre invitée Sophie Beau, cofondatrice de l'association SOS Méditerranée, nous parlera de cette mobilisation citoyenne qui a permis d'affréter un navire destiné à secourir les migrants égarés en mer. Nous irons également dans le sud de l'Espagne. Dans cette région considérée comme le potager de l'Europe et réputée pour son agriculture intensive, les maraîchers traversent une vraie crise. Comme leurs homologues français, ils réclament des prix d'achat équitables à la grande distribution. Et puis en fin d'émission, nous reviendrons sur les succès de Fatima et Mustang, deux films qui ont décroché 7 trophées au César, dont celui du meilleur film. Des longs métrages qui sont autant d'hommages aux femmes méditerranéennes et à leur combat pour la liberté. Mais la liberté, c'est d'abord de pouvoir vivre dignement. C'est ce que cherchent les millions de migrants qui fuient vers l'Europe. Une fuite qui passe souvent par la Grèce où près de 30 000 d'entre eux seraient bloqués à Athènes, dans les îles de la mer Égée et surtout à la frontière avec la Macédoine où la situation est particulièrement tendue actuellement. Bruxelles va débloquer en urgence 700 millions d'euros pour aider les pays membres à gérer cette crise humanitaire. La Grèce est prioritaire car le pays est vraiment au bord de la saturation. Près de 2000 réfugiés arrivent chaque jour, notamment à Athènes où les campements de fortune se multiplient sous le regard inquiet mais solidaire des habitants. Ils sont installés au pied des terrasses de café. Sur cette place en plein centre-ville d'Athènes, plusieurs centaines de réfugiés. Des familles, des enfants qui dorment à même le sol. Un campement de fortune en pleine capitale. Les policiers présents sur la place restent en retrait. Pour les habitants du quartier, la situation est devenue intolérable. Voir des gens comme ça vivre comme des animaux en pleine ville tous les jours, c'est insupportable. Tous sont arrivés par bateau et espéraient rejoindre le nord de l'Europe via la Grèce. Mais au nord, les frontières se ferment. Ils sont bloqués là. Wassef a 18 ans. Cet Afghan est arrivé en début de semaine. Je dors ici sur ce trottoir toutes les nuits, depuis 6 jours. Pour l'instant, je reste ici. S'ils rouvrent les frontières, je partirai, mais sinon je vais rester ici pour un moment. Porte d'entrée en Europe, Athènes apparaît aujourd'hui de plus en plus dépassée par un afflux massif de réfugiés. Dans le port de la ville, 500 personnes sont arrivées rien que ce matin. Pour les accueillir, les autorités ont ouvert à la hâte ce hall d'embarquement. C'est désormais un centre d'accueil improvisé. Au milieu des familles et des enfants, des habitants d'Athènes, comme cet homme. Il n'appartient pas à une association, mais il vient aider comme il le peut. Je suis venu spontanément. J'ai entendu parler de ce qui se passe ici par des amis. J'ai voulu donner un coup de main. Des Athéniens qui s'improvisent humanitaires jusque dans la distribution des tickets pour les repas. J'ai vu un message sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y avait besoin d'aide ici. C'est difficile de les aider? Oh, bien sûr, c'est difficile. Pardon, faut que j'y aille. Selon certaines estimations, entre 12 000 et 20 000 migrants seraient aujourd'hui bloqués en Grèce. Pour évoquer cette crise liée à l'afflux de migrants, on va retrouver notre invitée Sophie Beau, qui est cofondatrice et vice-présidente de SOS Méditerranée, une association européenne de sauvetage en mer Méditerranée qui a vu le jour en mai 2015. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous. On reviendra un petit peu plus tard dans l'émission sur les détails de votre action, mais je voudrais d'abord avoir votre sentiment sur le reportage qu'on vient de voir et votre sentiment sur ces flux migratoires qui touchent la Grèce plus particulièrement en ce moment. Écoutez, on voit bien qu'on est face à une vraie situation d'urgence, une crise qui est complexe, qui est durable. Il faut absolument se mobiliser, bien sûr les pouvoirs publics, mais la société civile qui a sa part aussi de responsabilité et peut agir. Il est important que les ONG, les associations, nous soyons aussi aux côtés de ces personnes sur leur parcours migratoire.
Alors Bruxelles a finalement décidé de débloquer 700 millions d'euros sur 3 ans pour aider les pays membres donc, à gérer cette crise humanitaire. Cette somme, elle paraît énorme, mais est-ce que ça vous paraît finalement le plus important de débloquer de l'argent ou faut apporter une réponse aussi politique ? Il faut bien sûr apporter aussi une réponse politique, mais pour pouvoir traiter la crise humanitaire, il est important d'avoir des budgets. En ce qui nous concerne, pour SOS Méditerranée, nous travaillons uniquement avec des fonds obtenus auprès du grand public pour l'instant, aucune subvention de fonds publics. Mais il est important que les pouvoirs publics prennent la mesure de cette crise et s'investissent aussi pour trouver des solutions, aussi en consacrant des budgets. Alors, on va parler maintenant d'un des sites en Grèce qui est les plus touchés par cette crise migratoire. C'est l'île de Lesbos, en mer Égée. Elle est devenue le principal point d'arrivée des migrants qui traversent la mer pour débarquer sur les plages de cette île qui est quand même située juste à 9 km des côtes turques. Le voyage, bien sûr, il est extrêmement périlleux. Des secouristes professionnels venus de plusieurs pays se mobilisent sur place pour éviter les naufrages d'embarcations. Et vous allez voir que ces sauveteurs sont souvent confrontés à des situations, voire à des choix dramatiques. Des plages de Catalogne à ce petit port de l'île de Lesbos. L'été, ils gagnent leur vie en portant secours à des touristes. Cet hiver, ils sont venus bénévolement sauver des vies par dizaines. 5 heures du matin, l'heure à laquelle les bateaux de réfugiés arrivent après avoir quitté la Turquie toute proche. Ils sont encore 2000 à tenter la traversée chaque nuit. Les secouristes ont repéré une embarcation. Il faut faire vite. Avec des moteurs et des bateaux pneumatiques souvent de mauvaise qualité, les réfugiés peuvent être en difficulté. Vous avez besoin d'une aide médicale ? 50 réfugiés, de nombreux enfants et des gilets de sauvetage qui ne sont pas aux normes. Restez calme, tout le monde va bien ? Ce qui est important, c'est de vérifier que tout le monde va bien, qu'il n'y a personne de malade ou pas de femme enceinte, et que les enfants se portent bien. Si la situation semble sous contrôle, ces secouristes vont rester à proximité du bateau et l'accompagner jusqu'à la côte. Le risque d'hydrocution est très important, l'eau est à peine à 13 degrés. Au débarquement, l'angoisse fait place au soulagement. Merci beaucoup. Pour ces secouristes, plutôt habitués à aider chaque été les touristes imprudents, l'émotion d'une nouvelle mission réussie. Je me sens bien plus utile ici, parce qu'on sauve vraiment beaucoup de vies humaines, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça. Cette fois, la mer était calme. Mais les nombreuses épaves qui flottent encore témoignent de situations bien plus périlleuses. 2 moteurs tombés en panne qui font craindre le pire aux réfugiés avant d'être secourus. Et quand une embarcation chavire, nos secouristes ne peuvent prendre sur leur bateau que 35 personnes. Si les migrants sont davantage, ils sont confrontés à un choix cruel. En octobre dernier, on s'est retrouvé avec plus de 300 personnes à l'eau. Il n'y avait pas suffisamment de bateaux pour sauver tout le monde, alors on a dû faire des choix. Dans ce cas-là, la priorité, ce sont les enfants. Ceux qui parviennent encore à respirer en maintenant la tête hors de l'eau. On sauve en priorité les plus fragiles, ceux qui ne survivent que peu de temps dans l'eau. Grâce à un appel aux dons sur Internet, ces secouristes ont déjà collecté 600 000 €. De quoi poursuivre leur mission, car les besoins restent importants. 320 réfugiés sont morts noyés depuis le 1er janvier en tentant de fuir leur pays en guerre. On va retrouver Sovibo, notre invité, pour évoquer l'action de SOS Méditerranée. Alors je rappelle que SOS Méditerranée a réussi, grâce à une collecte de fonds, à récolter de l'argent pour affréter un bateau qui s'appelle l'Aquarius, qui est parti donc s'installer dans les eaux internationales entre la Libye et l'Italie pour effectuer des sauvetages en mer. Je voulais savoir, Sophie, pourquoi vous aviez choisi de vous installer dans cette zone ?
Alors cette zone, c'est la route migratoire la plus mortelle au monde, tout simplement. Donc en fait, il y a une grande distance entre les côtes libyennes d'où partent les embarcations surchargées, comme vous avez déjà vu, surchargées de réfugiés, et la première île qui est Lampedusa, la première côte italienne, donc Lampedusa ou bien la Sicile ensuite. C'est très très loin et les embarcations n'ont aucune chance d'arriver à traverser cette grande étendue de mer et la haute mer. Ils ne sont pas du tout en état, pas du tout équipés, ils n'ont pas non plus le carburant nécessaire pour pouvoir faire cette traversée. Ce qui rend ce trajet le plus périlleux au monde en termes de taux de décès malheureusement sur cette route. Quelle est la différence finalement entre vous et ce que je dirais des gardes-côtes classiques ? Alors, les gardes-côtes italiens qui sont, comme leur nom l'indique, ont pour mandat de protéger les côtes et garder les frontières, sont placés au plus proche de ces côtes italiennes. Ils ne sont pas du tout en haute mer, là où se situent les zones de détresse. C'est bien pour cela qu'il est absolument indispensable de placer des moyens de sauvetage dédiés au sauvetage en haute mer. C'est vraiment assez proche des côtes libyennes. On est en eau internationale, mais assez proche des départs des côtes libyennes, puisqu'en fait, les embarcations se retrouvent en détresse très rapidement après leur départ. Donc vous, quand vous êtes en mer, vous recevez un appel des autorités italiennes qui vous disent « Voilà, il y a un bateau qui est en détresse, allez le secourir ». Ça se passe comme ça concrètement ? C'est exactement comme ça. Il y a un centre de coordination des sauvetages qui est basé à Rome, qui nous mobilise en envoyant un signal avec, si possible, la localisation du bateau, au moins approximative. Ensuite, donc, l'Aquarius part en recherche de ce bateau et procède aux opérations de sauvetage. Ensuite, les rescapés montent à bord, sont pris en charge à bord de l'Aquarius. Il y a toute une cellule médicale avec notre partenaire Médecins du Monde, une équipe médicale qui prend en charge les premiers soins à bord. Et ensuite, encore une fois, on est en relation avec ce centre de coordination de sauvetage italien, le MRCC à Rome, pour savoir où débarquer ces rescapés qui vont être pris en charge complètement par les autorités italiennes sur les côtes, dans le port qui nous sera indiqué. Ce qui est assez incroyable dans ce projet, il faut le rappeler, c'est que ce bateau, il a été affrété grâce à des fonds qui sont entièrement venus de fonds publics, c'est-à-dire de citoyens comme vous et moi qui ont donné de l'argent pour que ce bateau soit affrété. Est-ce que pour vous, c'est important ? Est-ce que c'est une façon de dire, voilà, les citoyens ont réagi, les pouvoirs publics, maintenant, il faut réagir vous aussi ? Ou est-ce que c'est notre responsabilité, à nous aussi, en tant que citoyens, de participer à cet effort ? Alors pour nous, SOS Méditerranée, nous sommes vraiment une organisation de la société civile. Nous allions des compétences maritimes et humanitaires à la base avec un premier noyau franco-allemand et toute une dimension européenne. Et notre discours et notre vision, c'est de dire que la société civile doit se mobiliser face à ce drame, à cette tragédie humaine en mer Méditerranée qui se déroule depuis des années sous nos yeux, avec un bilan de plusieurs dizaines de milliers de victimes, on le sait. Il est trop facile de toujours reporter la faute sur les autres et de dire que la responsabilité est uniquement au niveau d'institutions lointaines, de l'Europe, etc. Nous pensons que la société civile peut avoir une action. Il existe des sociétés civiles de sauvetage dans les pays d'Europe du Nord, dans les eaux territoriales. Il est là indispensable de mettre en place quelque chose dans cette zone, la mer Méditerranée, qui n'est pas couverte par des initiatives de sauvetage. Cela n'indique pas pour autant que les États ne devraient pas se mobiliser. Évidemment, nous n'avons pas suffisamment de moyens à notre niveau pour pouvoir couvrir l'intégralité des besoins. Et il faudrait bien sûr compléter tout ce dispositif. Très bien. Écoutez, Sophie, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et puis, je voulais rappeler que pour suivre les opérations de l'Aquarius, mais aussi pour faire un don qui permettra de poursuivre ces sauvetages en mer, eh bien, rendez-vous sur le site de l'association, le site internet de l'association qui s'appelle sosméditerranée.org. Merci Sophie. Merci beaucoup. Et puis je rappelle que si vous souhaitez revoir ce magazine dans son intégralité, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. On va maintenant évoquer une autre crise, celle du monde agricole. En France, les manifestations se sont multipliées, y compris au Salon international de l'agriculture de Paris. Rappelez-vous, le 28 février, des éleveurs s'en étaient pris au stand du groupe Bigard Charal à coups de farine et d'extincteurs.
Il reproche en fait au numéro 1 français de l'abattage et de la découpe de tirer les prix vers le bas. Cette colère des agriculteurs, elle gronde dans toute l'Europe et notamment dans le sud de l'Espagne, chez les maraîchers andalous. On pensait ces producteurs épargnés par les difficultés. C'est loin d'être le cas, comme le montre ce reportage réalisé dans la province d'Almeria. Au sud de l'Espagne, une gigantesque mer de plastique. C'est le potager de l'Europe qui inonde nos supermarchés de tomates, concombres, pastèques à bas prix. La recette, un ensoleillement exceptionnel, mais aussi des méthodes intensives sous 40 000 hectares de serre, beaucoup de fertilisants et des bas salaires. Un modèle, aujourd'hui, à bout de souffle. Juan Cabello produit des tomates depuis 30 ans. Voilà ma serre, des tomates Cañada, spécialité d'Almeria. Aujourd'hui, chaque kilo de tomates lui coûte 60 centimes à produire, mais il les vend à perte, 30 centimes ces derniers mois. Tout augmente, à commencer par les graines. Elles sont de plus en plus chères. L'eau est plus chère aussi. Et l'engrais augmente. Et en même temps, on nous achète nos tomates au même prix qu'il y a 30 ans. Surendetté, il pense aujourd'hui sérieusement à abandonner son exploitation. Il y a 10 ans, je n'avais que cette serre et j'arrivais à vivre. Mais j'ai dû faire des prêts et j'ai dû acheter plus de terre pour réussir à avoir les mêmes bénéfices, pour arriver à survivre. Avant, les gens vivaient avec 5000 mètres carrés de serre. Aujourd'hui, même avec 15 000, tu ne survis pas. Juan Cabello a tenu à nous montrer comment et où les prix sont fixés. Sur cette gigantesque plateforme où des tonnes de tomates d'Andalousie vont être acheminées vers toute l'Europe. Ça, ce sont mes tomates. Et pour m'en sortir et récupérer les pertes que j'ai subies quand elles étaient au plus bas, il y a 2-3 mois, je devrais les vendre au minimum 1 euro. Et c'est ici, dans cette salle attenante, que se joue le sort de ces tomates. Elles font l'objet d'une enchère, oui, mais descendante. Ces acheteurs, en pressant sur ce bouton vert, se battent pour acheter des tonnes de tomates au prix le plus bas. Ginés González achète pour revendre à la grande distribution. Ses concurrents à lui, ce sont les grossistes marocains ou turcs. La grande distribution reçoit des offres de nombreuses autres entreprises. Ce sont eux qui déterminent si ton prix leur convient. Si ça leur va, ils t'achètent ton lot. Si ça leur va pas, ils trouveront ailleurs. Ginés González a fait affaire. Il a acheté 20 000 kilos pour ses clients de la grande distribution, notamment en France. Avec une tomate de moins en moins rentable, certains producteurs prennent une décision radicale, miser sur une autre culture. C'est l'ultime recours d'Andrés Góngora. Ce maraîcher cultivait des tomates depuis 17 ans. Il se lance désormais dans la pastèque. Un fruit moins cher à produire parce qu'il réclame moins de main-d'œuvre, mais les coûts de fonctionnement, eux, sont incompressibles. Il y a 3 ans, j'ai dû acheter tout ce plastique pour couvrir ma serre. Ça m'a coûté 7 000 euros. Là, elle a fait son temps, je dois la renouveler. Ça va me coûter 10 000 euros. Tout augmente et nos produits, on ne sait même pas si on va les vendre. Les maraîchers andalous ont fait entendre leur colère au début du mois. Ils réclament un prix d'achat équitable aux enseignes de la grande distribution. Alors on le voit pour de nombreux producteurs, la situation est très tendue, mais certains s'en sortent mieux que les autres. C'est le cas d'Antonio Palmieri. Cet Italien élève des bufflones. Avec leur lait, il fabrique de la mozzarella. Elle n'a rien à voir avec le fromage un peu insipide qu'on trouve dans nos supermarchés. La mozza d'Antonio, c'est presque un produit de luxe. Un luxe qui commence par le bien-être des bufflones. La journée commence toujours par un petit massage. La tête, puis le dos. Toutes passent les unes après les autres sous les gros rouleaux jaunes. 5 minutes d'un côté, et puis elles se tournent tranquillement pour profiter du massage sur tout le corps. Et visiblement, ça leur plaît. Ensuite, séance de brumisateur. L'après-midi, promenade dans les champs. Nous sommes à 80 km au sud de Naples. Et ces bufflones sont traitées ici comme des reines. Elles pèsent chacune 700 à 800 kilos. Et leur lait très particulier permet de fabriquer la célèbre mozzarella des Bufala. Le patron de cette très belle exploitation,
c'est lui, Antonio Palmieri. Nous, on n'est pas intéressés par la quantité. Ce que l'on recherche avant tout, c'est la qualité. Car le consommateur aujourd'hui, il veut avant tout manger de bons produits. Et pour obtenir sa mozzarella de luxe, Antonio traite ses bufflonnes comme les clientes d'un hôtel 5 étoiles. En plus, pour assurer le bien-être de ses animaux, il a son petit secret. De la musique. Programme du jour, Kate Jarrett. Je choisis une musique douce, pas irritante, qui a toujours plus ou moins les mêmes sonorités. Vous êtes sûr que ça marche? C'est une expérience. Il n'y a rien de sûr dans ce monde. Mais en tout cas, ça ne peut pas leur faire de mal. Le résultat est un peu incertain. La mozzarella est fabriquée directement dans la ferme. Un savoir-faire ancestral. Le fromage est étiré. Ensuite, il est tressé avec une habileté étonnante. Tous les ouvriers travaillent à main nue. Avec des gants, ça colle et c'est, paraît-il, moins efficace. Les visiteurs viennent du monde entier pour admirer cette confection artisanale. Ce matin, une famille de la région niçoise. Elle écoute avec la plus grande attention leur guide. Le nom de la mozzarella, ça arrive de mozzare, alors coupé. Alors de là, ça arrive le nom mozzarella. Donc en France, nous n'avons pas de lait de bufflonne, on le fait avec du lait de vache, donc forcément la qualité n'est pas la même. Après quelques instants passés auprès des bufflonnes, chaque visite se termine par une dégustation. Assez. Pour le bonheur des plus grands et des plus petits. Avant de quitter les lieux, nous sommes repartis dans les champs avec Giuseppe. Ce vieux garçon de ferme connaît bien ses bufflonnes et il sait leur parler. Nous, on était un peu moins tranquilles. Et ne cherchez pas la mozzarella d'Antonio en France. Hélas, elle n'est vendue que dans sa région de production qui est située à 80 km au sud de Naples. Il y a une semaine, la cérémonie des Césars récompensait à Paris les meilleures actrices, acteurs et films du cinéma français. 2 films ont marqué ce palmarès, Fatima et Mustang, qui ont remporté 7 Césars. Le point commun entre ces 2 longs métrages, c'est qu'ils racontent la vie de femmes méditerranéennes, leur parcours, leur combat en France ou en Turquie. Retour sur cette belle soirée avec Marie Pujolas et Manu Font. Le César du meilleur film est attribué à Fatima. Je sais que si je suis là maintenant, je le dois énormément aux 3 magnifiques interprètes de Fatima. L'émotion du réalisateur toulonnais Philippe Faucon. Son film Fatima vient de remporter le César du meilleur film. Un hommage à toutes ces femmes maghrébines courageuses qui l'ont inspiré. Une fierté aussi pour l'actrice principale, Zoria Serwal. Cette femme de ménage de la banlieue lyonnaise n'a pas reçu le César de la meilleure actrice. Mais qu'importe, le succès du film est aussi le sien. Et Philippe Faucon lui a offert sa précieuse statuette. C'est très normal parce que ce César, il est fait de beaucoup de choses qu'elle y a apportées et qu'elle a engagées d'elle. Donc il lui revient. Je suis amenée à Givors pour poser à la chambre de mon fils. Elle m'a dit, maman, amenez le César avec toi pour j'ai posé à ma chambre. Et ben voilà. Et ouais, c'est ça. Le film a reçu 2 autres prix, celui de la meilleure adaptation et celui très convoité du meilleur espoir féminin pour Zita Enro, la jeune Marseillaise de 26 ans. Merci. Merci infiniment. Merci à Philippe pour ce rôle, pour ce film magnifique, pour ces films précieux et justes. L'intégration, le respect des cultures, autant de thèmes traités avec justesse dans l'histoire de cette mère de famille musulmane, élevant seule ses 2 filles à cheval entre 2 cultures. Arrête maman, arrête de dire qu'on est bien, on est vu dans une cage où tu vois on est bien, tu fais des ménages où on est bien.
Cette 41e cérémonie des Césars était placée sous le signe de la diversité et de la Méditerranée. L'autre grand gagnant de la soirée était Mustang, premier film de la franco-turque Deniz Gamze Ergüven, qui a remporté 4 prix, dont celui du meilleur premier film. Une ode à la liberté à travers l'histoire de 5 sœurs turques enfermées dans une maison par leur oncle, un destin qu'elles n'accepteront pas. Fatima, Mustang, 2 histoires de femmes méditerranéennes qui se battent pour une vie meilleure. Ces 2 films avaient fait sensation au dernier festival de Cannes et ont remporté un joli succès en salle. Et après son sacre au César, Fatima bénéficie d'une nouvelle exposition au cinéma. Il est ressorti dans près de 80 salles ce mercredi. Et pour retrouver le palmarès complet des Césars et des infos sur les films récompensés, rendez-vous sur le site culturebox.fr. Pour refermer ce magazine, une autre cérémonie, celle des Oscars à Los Angeles. L'image qu'on retiendra, c'est celle d'Ennio Morricone, ovationné par la salle. À 87 ans, le compositeur italien a enfin reçu un Oscar pour la bande originale du film Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Il était temps parce que le maestro a quand même composé près de 500 musiques de films. La semaine prochaine, vous retrouverez une autre star, Grégoire Bouscambert. À très bientôt.